Alors tout d'abord, bienvenue dans le monde de l'anesthésie. J'ai la charge de vous faire le premier cours. C'est l'introduction à l'anesthésie. Alors il existe différents types d'anesthésie, des anesthésies générales, des anesthésies loco-régionales, des anesthésies locales. L'anesthésie loco-régionale peut être faite soit par des médicaments intraveineux, soit par des substances que l'on administre par inhalation. Et l'anesthésie loco-régionale est constituée de l'analgésie qu'on appelle périmédulaire, c'est-à-dire soit analgésie intrarachidienne, intratécale, soit analgésie péridurale, et les blocs périphériques qui peuvent être soit tronculaires, soit plexiques. En fait, vous verrez, on combine très fréquemment l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale. L'objectif de l'anesthésie générale étant la perte de conscience péropératoire pour le confort du patient et l'anesthésie loco-régionale ayant comme objectif de diminuer les besoins morphiniques en péropératoire et surtout de permettre un réveil sans douleur et une analgésie post-opératoire efficace des premières heures, voire des premiers jours si on met en place un cathéter loco-régional. L'anesthésie générale, ça peut paraître mystérieux. Vous verrez, vous injectez le produit anesthésique et le patient, en 1 minute, il perd conscience. Il n'est plus du tout avec nous. Mais en fait, cette anesthésie générale, ce n'est pas une boîte noire, c'est une boîte où il y a plusieurs composantes. Et pendant tout votre métier d'anesthésiste, vous allez combiner les produits les uns avec les autres pour agir sur ces différentes composantes. La première composante, c'est la perte de conscience. Alors, un problème de terminologie, ce n'est pas une perte de connaissance. Quand on se cogne la tête, traumatisme crânien grave, c'est une perte de connaissance, c'est de la pathologie. La perte de conscience, c'est de l'hypnose. Quand vous dormez, vous perdez conscience. L'amnésie, amnésie, ça veut dire ne pas avoir de souvenir de ce qui s'est passé en péropératoire. C'est une amnésie qui doit être dans tous les cas consciente et éventuellement inconsciente. En tous les cas, il ne faut absolument pas que le patient se souvienne de quoi que ce soit de ce qui s'est passé en péropératoire, ce qui pourrait survenir en cas de déficit de produits anesthésiques en péropératoire. Et à ce moment-là, ça donne des traumatismes extrêmement graves en post-opératoire chez ces patients. Et la troisième composante, c'est le blocage des réactions nociceptives. L'intubation rotrachéale, la chirurgie, ça stimule les récepteurs à la douleur, les récepteurs périphériques, et il faut bloquer cette transmission du message douloureux. Puis il y a une autre composante qui est la myorelaxation. Et à chacune de ces composantes, vous avez un monitorage. L'hypnose, l'amnésie, ça va ensemble. Le patient, quand il perd conscience, s'il a un degré suffisant d'anesthésie, de perte de conscience, il n'aura aucun souvenir. Donc on a un monitorage pour l'hypnose. Un monitorage pour le blocage des messages nociceptifs, ça c'est moins, vous verrez, c'est moins pertinent. On n'a pas encore trouvé le monitorage sélectif parfait. On se base encore beaucoup sur la réaction du système nerveux autonome à la stimulation nociceptive, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Et puis un monitorage de la curarisation, de la myorelaxation. Il est hors de question d'administrer un curare, quel que soit ce curare au patient, sans que vous fassiez une mesure de la jonction neuromusculaire, ne serait-ce qu'au niveau de l'adducteur du pouce. Le monde de l'anesthésie, c'est le monde de la mesure. Rien ne doit être pifométrique. Vous administrez des produits qui sont extrêmement puissants, dont les index thérapeutiques sont limités, et quand vous donnez un produit à une dose donnée, si vous le donnez à dose 3 ou 4 fois supérieure, ça peut avoir des retentissements majeurs sur l'organisme.
C'est la raison pour laquelle, quand on titre en permanence les produits qu'on administre, et pour que cette titration soit effective, eh bien, il faut derrière avoir un monitorage effectif pour avoir la réponse à ce qu'on a administré. Eh bien, il est hors de question d'administrer des curares sans monitorage. Ça, c'est une chose qu'il faut se maintenir dans la tête. Vous irez encore dans des salles d'opération, même de la PHP, vous verrez des anesthésistes qui continuent à administrer des curares sans monitorage. C'est une faute extrêmement grave d'administrer des curares sans monitorage. Si vous n'avez pas de monitorage, vous ne pouvez pas administrer de curare. Donc, hypnose, conscience, mémorisation, réponse somatique et réponse du système nerveux autonome, et puis action sur la force musculaire, myorelaxation. Et finalement, vous voyez, vous avez différentes composantes. Eh bien, vous avez un monitorage adapté à ces différentes composantes. C'est pour ça qu'on parle d'un monitorage multimodal, donc à plusieurs facettes de l'anesthésie. Alors, quels sont les agents qu'on va administrer pour agir sur ces trois grandes composantes? Vous avez bien compris, hypnose, amnésie, blocage de réaction nociceptive, relâchement musculaire. Pour la perte de conscience, l'amnésie, ce sont ce qu'on appelle les hypnotiques, les anesthésiques généraux. Perte de conscience, hypnose. Ou hypnose. Ceux qui vont bloquer le message nociceptif, les antinociceptifs les plus puissants dont on dispose, eh bien, ce sont les morphiniques. Et les curares, eh bien, ce sont les myorelaxants. Myorelaxants, ils vont agir sur la jonction neuromusculaire pour permettre le relâchement musculaire. Quels sont les anesthésiques généraux? Ces anesthésiques généraux, comme je vous l'ai dit, peuvent être soit par voie intraveineuse, soit par voie inhalatoire. Par voie intraveineuse, vous avez la vieille substance, le thiopental, qui est plus guère utilisée en dehors de certains cas bien précis, comme l'estomac plein. Vous verrez, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais le problème du thiopental, c'est qu'il a des réactions hémodynamiques en tant que telles, mais surtout, c'est une poudre, il faut la diluer, et c'est plus très à la mode. Mais le thiopental garde quand même une indication pour une induction extrêmement rapide, immédiate, et garde une place, à mon avis, dans le cadre de l'estomac plein. Le propofol, c'est ce produit blanc qu'on administre, et l'agent anesthésique intraveineux qui est généralement utilisé dans 90%, 80% des cas pour créer l'hypnose. L'éthomidate, c'est un produit également avec un solvant qui donne cet aspect blanchâtre. Il est davantage utilisé pour préserver la force de contraction myocardique, donc on utilisera l'éthomidate essentiellement pour les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires graves. Mais il faut dire que la qualité d'anesthésie est moins bonne avec l'éthomidate qu'avec le propofol, et qu'en plus l'éthomidate a aussi certains effets indésirables. Le midazolam, c'est une benzodiazépine. Les benzodiazépines, c'est quand même dans la pharmacologie essentiellement des tranquillisants, ce n'est pas des hypnotiques en tant que tels. Et pour qu'ils deviennent hypnotiques, il faut des doses fortes. Et quand on donne du midazolam à dose forte, le réveil il sera également prolongé, bien que la demi-vie terminale du midazolam soit de 3 heures. Eh bien, à dose hypnotique, c'est un produit de longue durée d'action. On limitera le midazolam essentiellement à l'effet hypnotique pour des longues durées. Et c'est dans le contexte souvent de patients qui rentrent dans le cadre d'une réanimation post-opératoire prolongée. Et puis la kétamine, qui est maintenant très souvent utilisée, mais pas comme produit hypnotique, à dose extrêmement faible, comme produit anti-hyperalgésique. Donc pour majorer l'effet analgésique d'un certain nombre de produits qu'on peut utiliser pour calmer la douleur. Mais à dose anesthésique, la kétamine est administrée à dose 10 fois supérieure à ces doses anti-hyperalgésiques, et à ces doses donc 10 fois supérieures qui sont de 2 mg kg. On a une perte de conscience, mais avec un aspect différent, vous verrez, du mécanisme d'action pour cette perte de conscience pour la kétamine par rapport à d'autres produits comme le propofol. On limitera la kétamine essentiellement en tant que produit hypnotique dans certains cas. C'est le cas notamment des tamponnades ou dans le cas des embolies pulmonaires massives.
parce que la kétamine va moins avoir d'effet sur le système sympathique que les produits anesthésiques intraveineux que je vous ai cités, qui tous, notamment le propofol, vont diminuer de manière importante le tonus sympathique. Les anesthésies par inhalation, il y a les halogénés, 3 halogénés, l'isoflurane, le desflurane, le sévoflurane. En fait, l'isoflurane, plus beaucoup de gens l'utilisent. Maintenant, on a essentiellement 2 types de cuves, la cuve au desflurane, la cuve au sévoflurane. On vous fera la pharmacologie des halogénés. Il y a des indications plus préférentielles pour le desflurane ou pour le sévoflurane. Par exemple, le desflurane, qui est très polyposoluble, peut s'accumuler dans les graisses et sera adapté chez les sujets obèses, alors que le sévoflurane est plus liposoluble, va s'accumuler davantage dans les graisses, donc on l'évitera de l'administrer chez des sujets obèses. Néanmoins, le sévoflurane a l'intérêt de mieux préserver la bronchomotricité, même un effet bronchodilatateur que n'a pas le desflurane. Et donc le sévoflurane est particulièrement indiqué chez les patients qui ont des problèmes de bronchospasme, qui ont des pathologies bronchiques, des antécédents asthmatiformes. C'est donc dans ce contexte, mais on peut en quelque sorte utiliser l'un ou l'autre chez un patient ASA1, mais sur certains types, on utilisera préférentiellement tel ou tel halogéné entre le desflurane et le sévoflurane. Le protoxyde d'azote il y a des centres, comme dans mon service, où on utilise le protoxyde d'azote, qui est une très vieille substance, qui peut rendre service et qui peut majorer en quelque sorte la puissance d'action des halogénés. Alors, quel est le mécanisme d'action des anesthésiques généraux? C'est un mécanisme relativement simple. Bien qu'on ne connaisse pas le mécanisme intrinsèque encore complètement du mécanisme d'action des anesthésiques généraux, néanmoins, sur la polarisation des membranes des neurones, ça crée une hyperpolarisation des neurones. Vous savez que les charges positives, les charges extérieures dans des cellules sont positives, intérieures sont négatives. Eh bien, l'effet des produits anesthésiques généraux va faire que les charges extérieures sont encore plus positives et que les charges intérieures sont encore plus négatives. Donc, il y a une hyperpolarisation du neurone. Pour que le neurone, comme toutes les cellules, se mette en activité, il faut une inversion de cette polarisation membranaire. Eh bien, plus le neurone a une différence importante entre l'extérieur et l'intérieur au niveau membranaire, au niveau de ses potentiels, et plus il sera difficile à exciter. Et donc, l'hyperpolarisation des neurones, c'est un moyen pour créer, en quelque sorte, une mise au repos complet du neurone. Alors, comment, globalement et rapidement, les anesthésiques généraux agissent pour créer cette hyperpolarisation neuronale? C'est en augmentant les systèmes inhibiteurs. Il y a 2 grands systèmes inhibiteurs dans le système nerveux central. C'est le système GABAergique et le système glycinergique. Donc, quand vous administrez un anesthésique qui soit intraveineux ou inhalatoire, vous allez avoir cet effet d'augmentation de ces systèmes inhibiteurs. Et inversement, ça va diminuer le système excitateur, qui par excellence, le système excitateur du système nerveux central, c'est le système glutamatergique qui agit par exemple de récepteurs glutamatergiques, dont les récepteurs N-méthyl-D-aspartate. Alors, ces produits anesthésiques généraux, ils agissent très vite. Nous, ce qu'on veut, en anesthésie, on n'aime pas quand le malade est entre les 2 os. C'est-à-dire, il n'est pas totalement endormi. Il passe de l'état d'éveil à un état d'endormissement, mais il est dans une zone intermédiaire. C'est là où il peut y avoir tous les problèmes dans cette zone intermédiaire. Le malade peut avoir des reflux, il a déjà une atteinte de ses réflexes de déglutition, il peut inhaler, etc. Donc c'est des éléments qu'on n'aime pas. Quand le malade ne dort pas suffisamment bien, il y a des réactions hémodynamiques, il y a des réactions au niveau du système nerveux autonome qui peut créer des bronchoconstrictions, etc. Donc on n'aime pas cet état intermédiaire. Ce qu'on veut quand on administre le produit, c'est que le malade dorme le plus vite possible. C'est pour ça qu'on a des produits qui ont des cinétiques très rapides dans l'installation de l'effet, avec des pics d'effet en moins de 1 minute. Quand vous administrez du thiopental, du propofol, le malade, au bout d'une minute après le début de l'administration, il dort. Le malade, vous pouvez lui poser toutes les questions, etc. Il dort profondément, il ne respire plus.
Et inversement, quand on a l'atterrissage, quand que le malade, on va le réveiller, eh bien on veut que ça aille le plus vite possible entre l'état d'anesthésie profond et l'état d'éveil, de retour de conscience. On veut limiter au maximum, pareil, c'est tout à fait logique, dans cette décroissance, cette période intermédiaire où le malade va être, comme je dis, entre deux eaux. Donc on veut des produits qui soient extrêmement courts et qui soient le plus court possible et qui n'aient pas d'effet rémanent ensuite. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait réveiller un malade, il répond aux ordres, etc. Vous l'amenez en salle de réveil et puis un quart d'heure après, il n'y a plus de son ni d'image, le patient il a à nouveau perte de conscience. Ça, on n'aime pas du tout, bien évidemment. Donc il faut des produits qui soient le plus courts possible. Et les produits dont on dispose, notamment intraveineux mais également inhalatoires, sont extrêmement courts et permettent ce réveil très prévisible, ou le plus prévisible possible, le plus rapide. Pour les morphinomimétiques, on va utiliser pour le péropératoire des morphiniques puissants. Je vous ferai demain la pharmacologie des morphiniques, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ces morphinomimétiques, c'est de la famille du fentanyl. Fentanyl et dérivés. Alors on n'utilise plus le fentanyl pour l'analgésie pérope. On a l'alfentanyl, le sulfentanyl, le rémifentanyl. Donc je vous décrirai ça demain. Ces morphiniques sont très puissants, ils ne vont pas agir à des doses du milligramme et du microgramme. Et là aussi, on veut des produits qui agissent vite. Quand vous allez intuber votre patient, c'est une stimulation réceptive très importante. On estime que la stimulation réceptive induite par la laryngoscopie est équivalente pratiquement à la mise en place d'écarteurs dans le cas d'une chirurgie abdominale avec la parotomie. Donc ça fait très mal. Eh bien, quand vous allez administrer votre morphinique avant l'induction anesthésique, eh bien, il ne faut pas que le morphinique mette 20 minutes à agir parce que vous aurez déjà intubé votre malade. Quand le chirurgien commence à opérer, vous voyez la fréquence cardiaque qui monte, la pression artérielle, vous allez administrer un morphiométique. Il faut là aussi que ça agisse immédiatement. Il ne faut pas que ça agisse au bout d'une demi-heure et laisser pendant le patient pendant une demi-heure à des fréquences cardiaques, pression artérielle très élevées. Donc on veut des produits qui agissent très vite, et d'ailleurs les produits dont on dispose, rémifentanyl, pic d'effet, je vous le dirai demain en 1 minute pratiquement, et le pic d'effet avec le sulfentanyl, c'est 5 minutes. Mais inversement, on veut des produits très courts. Pourquoi courts? Parce que les morphiniques, c'est particulièrement perfide au réveil. C'est-à-dire qu'un malade qui est sous morphinique, il va avoir une fréquence respiratoire très faible. Vous le stimulez, vous lui parlez fort, machin, vous lui dites tousser, etc., ça crée de la douleur, surtout sur une chirurgie abdominale, il va augmenter sa fréquence respiratoire. Mais s'il a encore des concentrations trop élevées de morphiométique au niveau du système nerveux central, vous le stimulez plus, et broum, il se remet en apnée. Et ça, c'est responsable des dépressions respiratoires qu'on avait avec les vieux morphiniques comme le fentanyl. Je vous dirai pourquoi demain au niveau de la cinétique. Parce que ces produits diminuaient très très lentement dans le système nerveux central et dans l'organisme d'une manière générale. Et qu'un malade qu'on aurait pu penser relativement peu morphiné au réveil et qui reprenait une respiration spontanée, eh bien, quand on le mettait au chaud, dans ses draps, tranquillement, machin, dans son lit, eh bien là, il arrêtait de respirer et c'est l'apnée. Donc on veut des produits qui soient particulièrement fiables là aussi, quant à leur réversibilité. Et ça, c'est la supériorité du rémifentanyl, parce que le rémifentanyl, eh bien, en 10 minutes, après l'arrêt de l'administration de ce produit, il n'y en a plus dans l'organisme, il n'y en a plus dans le système nerveux central. Donc c'est particulièrement fiable. Alors, la morphine, bien évidemment, on continue d'utiliser, mais la morphine, c'est plus pour le péropératoire, c'est uniquement pour le post-opératoire. Alors, comment se combinent ces effets? Vous avez, ces produits n'agissent pas indépendamment. Vous avez les intraveineux, les anesthésiques intraveineux inhalatoires, on les utilise pour des raisons bien précises, les morphiniques pour des raisons très précises. Mais ces deux types de produits associés vont avoir des effets complémentaires positifs qui peuvent être additifs, voire même synergiques. Alors là, on va introduire un concept qui est la MAC. La MAC, c'est la concentration alvéolaire minimale
d'un halogéné pour lequel 50% des patients ne vont pas bouger à l'incision. Alors l'incision, c'est une stimulation réceptive qui va, si jamais il n'y a pas un blocage suffisant, ça va réveiller le malade, puisque c'est une stimulation réceptive, ça réveille, ça stimule le système nerveux central. Mais la MAC incision, et quand on dit la MAC sans préciser, c'est la MAC incision, ça mesure plus un effet antinociceptif qu'un effet hypnotique. Néanmoins, la MAC est quelque chose qu'on utilise pour comparer la puissance d'action des halogénés les uns aux autres, pour savoir à quelle dose on va les administrer. Quand un produit a une MAC 2 fois plus faible qu'un autre, on administrera une dose 2 fois plus faible. Mais à MAC équivalente, les halogénés ont pour la plupart des effets pharmacodynamiques équivalents. Mais quand vous voyez ici sur cette courbe, et que vous avez sur l'axe des Y les concentrations alvéolaires d'halogénés, vous verrez demain, André Liénard vous fera la pharmacologie des halogénés, la pharmacocinétique. L'intérêt, c'est que la concentration alvéolaire, c'est très vite, quand l'équilibre est atteint, au bout de quelques minutes, c'est le reflet direct de la concentration cérébrale. Et l'intérêt de la concentration alvéolaire, c'est qu'on peut la mesurer, bien évidemment, on la mesure en permanence. Eh bien, cette concentration alvéolaire sur l'axe des Y, vous voyez ici pour cet agent qui est l'isoflurane, et ici, eh quand il n'y a pas de morphinique, la concentration alvéolaire minimale est de 1,2% à peu près. Et sur l'axe des X, c'est la concentration au site d'action du fentanyl. Et vous voyez que plus la concentration au site d'action du fentanyl augmente, et plus la concentration alvéolaire minimale de l'isoflurane est faible. Autrement dit, le morphinique a augmenté la puissance d'action de l'isoflurane. Et quand vous voyez cette courbe ici, qui est une courbe de type, cette concavité ici, et finalement ici c'est quoi? C'est une courbe isobolographique. Eh bien cette concavité traduit ici une synergie d'interaction. Quand vous voyez par exemple ici, c'est quand il n'y a pas de morphinique, et là c'est quand il y a des doses très importantes de morphinique. On peut pratiquement faire une droite comme ça, qui est une droite d'additivité. Tous les points qui sont en dessous de la droite d'additivité, c'est de la synergie, c'est les études isobolographiques d'interaction. Et tout ce qui est au-dessus, c'est de l'infradditivité, voire de l'antagonisme quand c'est très au-dessus. Bien là, vous avez une concavité, c'est-à-dire vous êtes en dessous de la ligne d'additivité, vous avez une synergie d'interaction. Et ce qui est intéressant, c'est que cette synergie d'interaction, elle apparaît pour des concentrations relativement faibles de fentanyl. Autrement dit, dès que vous allez combiner un produit anesthésique, alors ça c'est pour un halogéné, mais c'est pareil, si on met du propofol, ce serait pareil, et un morphinique, dès les plus faibles concentrations du morphinique, vous augmentez considérablement la puissance d'action du produit hypnotique. Si bien que vous voyez que pour 3 nanogrammes par millilitre de fentanyl, on est là, vous avez une réduction de plus de la moitié, donc de 63% de la MAC de l'isoflurane. Ces travaux sont faits chez l'homme, c'est des vieux travaux, vous voyez, de 1993, avec un effet plafond. Et puis, quand vous donnez des très très fortes doses, finalement, ça ne va pas faire beaucoup plus. Entre, par exemple, 5-6 nanogrammes millilitres ou 12 nanogrammes millilitres, c'est-à-dire du simple au double, pour la concentration au site d'action du fentanyl, vous ne diminuez pas de manière très évidente et très importante, dans tous les cas, la concentration alvéolaire de l'isoflurane. Et même, vous êtes plutôt sur une droite, c'est-à-dire là, on est plutôt dans l'additivité. Autrement dit, vous voyez où il faut être pour faire une anesthésie tout à fait correcte. Il faut être dans la concavité, et je vous dirai demain comment on modifie. Alors bien sûr, ça c'est l'isobologramme quand c'est l'incision,
Mais quand c'est l'écartement, où là, par exemple, un chirurgien fait une laparotomie, il met son écarteur avec une stimulation nociceptive très importante, ben vous allez avoir votre courbe qui va monter là. Et donc, il va falloir adapter vos produits pour suivre la courbe. Mais il faut la suivre toujours sur cette bisectrice, finalement, c'est-à-dire pour rester tout le temps dans la concavité, dans la synergie d'interaction. C'est ça le secret de l'anesthésie. Et c'est pour ça que à certains moments, eh ben, on augmentera ceci, on augmentera cela. Je vous le détaillerai tout cela demain. Alors là, je vous avais montré pour l'isoflurane. Vous avez le même type de courbe pour le sévoflurane en ce qui concerne la MAC incision. Le même degré de réduction de la MAC du sévoflurane avec les plus faibles concentrations de fentanyl. Et si on avait mis à la place, je vous le dis, du sévoflurane, les concentrations aussi d'action du propofol, que comme là, on ne peut pas la mesurer malheureusement, eh ben, c'est une extrapolation, eh bien, on a le même type d'interaction. Ça, c'est toute la base de l'anesthésie, et c'est ça qui va régir dans toute votre vie, eh bien, votre métier de médecin anesthésiste. Alors, vous avez la MAC incision, vous pouvez faire la MAC intubation, vous pouvez faire la MAC de tout ce que vous voulez, de n'importe quel type de simulation, puis vous avez inversement la MAC awake, c'est la MAC éveillée, concentration alvéolaire minimale éveillée. C'est-à-dire c'est la concentration alvéolaire pour laquelle 50% des sujets sont réveillés ou répondent aux ordres simples après une anesthésie. La MAC éveillée, ça mesure finalement la dose pour l'effet hypnotique. La MAC incision, ça définit la dose pour une stimulation réceptive. Et les halogénés, je vous l'ai dit, ça crée perte de conscience amnésie, comme les produits anesthésiques intraveineux. Mais ça, c'est dès les plus faibles doses. Dès que vous augmentez davantage les doses, comme ça va hyperpolariser les neurones, mais tous les neurones, aussi bien les neurones responsables des conditions d'éveil que les neurones qui vont agir dans le cas des voies de la douleur, eh bien, dès que aux concentrations les plus qui augmentent, eh bien, vous avez un effet également de blocage du message nociceptif qui apparaît. Donc, d'ailleurs, vous voyez, pour le sévoflurane, alors que la MAC incision du sévoflurane est aux alentours de 2,2, eh bien, la MAC éveillée, elle est beaucoup plus faible. Quand il n'y a pas de morphinique, elle est à 0,6, 0,7%. Donc, elle est plus de 2 fois plus faible que la MAC incision. C'est bien ce que je vous dis. Donc, aux plus faibles concentrations, vous avez l'effet hypnotique amnésique. Vous augmentez les concentrations et vous avez également une participation à l'effet hypnotique. Et là, quand vous voyez l'interaction entre l'halogéné et le morphinométique sur la MAC éveillée, elle est plus avec une concavité, elle est sous forme d'une linéarité, c'est une droite. Et là, vous n'avez plus qu'une additivité d'interaction, donc c'est moins puissant comme interaction. Et d'ailleurs, pour 3 nanogrammes par minute, vous n'avez pas 70-63% de réduction de la MAC incision de la MAC. Là, quand c'est pour la MAC incision, là, vous tournez aux alentours de 24% de réaction de la MAC éveillée. Donc, l'interaction majeure entre les hypnotiques et les morphiniques, c'est essentiellement sur le blocage du message nociceptif. Et vous avez également une interaction sur l'hypnose entre ces deux types de produits, mais qui est moins importante, mais qui existe quand même, mais qui est moins importante. Et on voit tout l'intérêt de l'utilisation des morphiniques quand on fait une anesthésie, c'est que si vous vouliez, on pourrait à la limite, puisque les halogénés, les produits hypnotiques à dose très importante associent les deux phénomènes finalement, hypnose et antinociception, on pourrait dire, ben moi je peux faire une anesthésie qu'avec des produits anesthésiques et je vais me passer de morphinique. Le problème, c'est que c'est possible s'il n'y a pas de stimulation nociceptive. Par exemple, une coloscopie sous anesthésie générale, la stimulation de la coloscopie en tant que telle sur les voies de la douleur relativement faible, on peut tout à fait faire une coloscopie sous anesthésie générale avec essentiellement du diprivant, du propofol, et avec pratiquement pas de morphiométique. Mais quand la chirurgie devient très douloureuse, eh bien là vous avez besoin de concentration, si vous n'utilisiez pas les morphiniques, extrêmement importante de produits hypnotiques.
Et là, je vous incorpore une autre conception, alors, des doses très importantes, qui seraient 2 à 3 fois la MAC. Et en plus, ce qui se passe, c'est que quand on dit MAC, chaque fois MAC, c'est 50%. Et 50%, c'est qu'un patient sur 2. Et que globalement, quand vous dites, par exemple, j'ai la MAC éveillée du sévoflurane est à 0,6, c'est pour 50% des patients. Si vous voulez que ça concerne tous les patients, il faut globalement multiplier par 2. C'est-à-dire qu'il faut des concentrations 2 fois plus, 1,2 par exemple, de sévoflurane pour avoir un effet hypnotique pour tous les malades. Et en plus, pour bloquer les messages nocifs, ces concentrations plus élevées, donc on atteindrait des concentrations extrêmement importantes de produits anesthésiques. Et le problème, comme je vous l'ai dit, l'index thérapeutique de ces produits est limité. Autrement dit, on peut donner 2%, 3%, 3,5% de sévoflurane, par exemple. Mais si vous commencez à donner 5, 6, 7%, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des retentissements majeurs cardiovasculaires qui vont se traduire par un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que entre la dose qui va vous permettre de faire votre anesthésie et la dose qui rentre dans la toxicité par blocage majeur au niveau cardiaque, etc., eh bien, elle est simplement de 1 à 2, 1 à 3. Et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir faire une anesthésie dans le cas d'une chirurgie très douloureuse, il faut combiner 2 types de produits, c'est-à-dire l'hypnotique et le morphinique, pour augmenter notablement la puissance d'action antinociceptive du produit anesthésique. Alors, en plus, là, je vous ai dit, la MAC, c'est sur le mouvement. C'est un patient sur 2 qui bouge ou qui ne bouge pas. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir la réaction hémodynamique. Et la MAC bar, qui est la concentration alvéolaire pour laquelle 50% des patients ne vont pas avoir de modification de leur fréquence cardiaque et de leur pression artérielle à l'incision, est beaucoup plus élevée. Par exemple, pour le sévoflurane, vous avez ici une MAC incision sur le mouvement qui est de 2%, et la MAC bar, elle est de 4%. Et rien que pour l'incision. Donc 4%, ça veut dire que si vous ne voulez pas d'augmentation de fréquence cardiaque et de pression artérielle à l'incision, rien qu'avec du sévoflurane, il faudrait, et que ça touche tous les patients, il faudrait 2 fois plus, 8%. Alors à 8%, on est 8% de sévoflurane à un patient, le cœur s'arrête. Donc rien que pour l'incision, vous voyez, on a besoin d'avoir des morphiniques pour contrôler le message nociceptif. Alors l'interaction optimale, c'est là, comme je vous l'ai dit, il faut rester donc dans cette concavité. D'ailleurs, là, on pourrait même la mettre un peu plus ici, là. Donc, on doit tout le temps rester au niveau de la bissectrice. Donc, concentration trop élevée d'halogénés ou de produits hypnotiques intraveineuses, pareil pour le propofol, conséquences hémodynamiques majeures qui peuvent aller jusqu'à un arrêt cardiaque. Dose trop importante de morphiométique, ça va, avec le sulfentanyl, créer des retards de réveil majeurs et des risques de dépression respiratoire secondaire. Et ça va créer, je vous en parlerai demain, des majorations de douleur en post-opératoire avec le concept que les morphiniques ne sont pas que des médicaments qui bloquent le message nociceptif, mais ils ont un effet sous-jacent, au contraire de stimulation du système nerveux central. Je vous en parlerai demain. Alors les myorelaxants. Les myorelaxants, ou curares, sont utilisés pour faciliter l'intubation orotrachéale. On peut faire une intubation orotrachéale sans curare. Il va falloir des doses importantes de produits anesthésiques et combinés même avec des morphiniques et avec des risques majeurs de lésions orotrachéales, dentaires, etc. Les curares facilitent grandement l'intubation orotrachéale. Si vous voulez, vous pouvez descendre là, il y a plein de places. L'autre élément, c'est de permettre le relâchement musculaire pour la chirurgie. Il y a certaines chirurgies qui n'ont pas besoin de relâchement musculaire. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un relâchement musculaire important pour faciliter l'acte chirurgical. Donc vous voyez qu'on l'utilisera à l'induction, le curare,
pour notre intubation orotrachéale. Si on met qu'un masque laryngé, on n'intube pas, on n'a pas à faire de myorelaxant pour assurer l'airway. Et si la chirurgie le nécessite, on réadministrera le myorelaxant péropératoire. Quels sont les différents types de curares dont on dispose? Vous aurez également un cours sur la pharmacologie des curares. Il y a deux types de curares. Il y a la succinylcholine, qui est un curare dépolarisant, qui au début va mimer l'effet de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire, et donc ça se traduira par des fasciculations, mais va rester fixé ensuite pendant quelques minutes sur ces récepteurs nicotiniques de la jonction musculaire, empêchant l'action de l'acétylcholine, et là ça jouera son rôle bloquant après son rôle excitateur. Donc c'est un mécanisme d'action tout à fait particulier, ce curare. C'est le seul curare qui est dépolarisant et qui agit de cette manière. Tous les autres curares sont des curares qu'on dit non dépolarisants. Ce sont des antagonistes compétitifs des récepteurs nicotiniques, qui sont ces récepteurs cholinergiques postsynaptiques sur la fente synaptique, au niveau de la plaque motrice. Il y en a qu'on n'utilise plus du tout, le pancuronium qui était trop long. Le vécuronium, on ne l'utilise plus beaucoup, on préfère utiliser des produits comme le rocuronium. Alors, pancuronium, vécuronium, rocuronium, ce sont des stéroïdes. Et les autres, atracurium, cisatracurium, ivacurium, c'est une autre classe pharmacologique parmi les curares, qui sont les benzoquinololes. Benziquinololes. Donc, mécanisme d'action, c'est blocage de la transmission synaptique neuromusculaire par action sur la plaque motrice. Donc, comme je vous l'ai dit, deux types de curares, non dépolarisants. Alors là, c'est un blocage non compétitif. On ne peut pas utiliser l'antagoniste pour déloger en quelque sorte la succinylcholine. Il faut attendre qu'elle soit métabolisée au niveau de la fente synaptique. Elle l'est très vite par les cholinestérases. Et les dépolarisants, eux, par contre, on peut les défixer avec un excès d'acétylcholine tel que peut le créer la prostigmine qui bloque les cholinestérases, ou on peut, pour certains curares, notamment les stéroïdes, les fixer sur une molécule qui est le Sugamadex et un antagoniste. Donc ces produits ont différentes vitesses d'installation. Le plus court, c'est la cellocurine. Pourquoi on continue d'utiliser la cellocurine? C'est parce que en 1 minute, vous avez une curarisation extrêmement profonde. Et aucun des autres curares, même le rocuronium, il met un peu plus, ne permettent une curarisation aussi rapide. Et c'est très intéressant d'avoir une curarisation rapide, notamment dans le contexte de l'estomac plein. Et l'autre intérêt de la cellocurine, c'est que c'est le plus court de tous les curares. Donc, quand on suspecte une intubation difficile, qu'on veut utiliser un curare, eh bien, on utilisera préférentiellement la cellocurine parce qu'au bout de 10 minutes, le patient commencera à avoir un début de décurarisation importante, ce qui nous permet donc, si on n'arrive pas à intuber le patient, donc le patient puisse reprendre une ventilation spontanée. Je vous ai dit, on monitore systématiquement les patients au niveau de la jonction musculaire, qui est généralement l'adducteur du pouce, voire l'orbiculaire de l'œil, on vous détaillera ça. Et chaque fois qu'on utilise un curare, et l'intérêt, c'est de savoir, est-ce qu'on a un degré de curarisation suffisamment importante, et 2, c'est qu'au réveil, il faut que le malade ne soit plus du tout curarisé, mais plus du tout curarisé. Parce que si vous avez une curarisation même partielle, le malade peut avoir à nouveau une force musculaire normale au niveau de la main. Il peut respirer normalement avec des phréniques qui fonctionnent correctement, des couplets diaphragmatiques qui fonctionnent. Eh bien, s'il reste un tout petit peu de myorelaxant au niveau de la jonction neuromusculaire, il peut y avoir encore des effets importants au niveau notamment des voies supérieures, parce que tous les muscles des voies supérieures sont très sensibles aux doses des curares, et que tous les muscles de l'organisme n'ont pas la même sensibilité aux curares. Donc si vous avez par exemple un train de cadre, vous verrez, on moniteur ça sous forme de train de cadre,
un train de 4 à 80%, vous pouvez avoir encore une atteinte des muscles des voisines supérieures qui se traduira par une chute de la langue, par des troubles de déglutition et qui peuvent donner des apnées obstructives une fois que vous aurez extubé votre patient. C'est pour ça que soit vous avez un train de 4 supérieur à 90% et à ce moment-là, vous pouvez ou 95% et vous n'aurez pas à utiliser antagoniste. Soit vous avez encore un malade, soit vous avez un malade avec un train de 4 inférieur à 90%, voire pas du tout de réponse en périphérie, et là, il va falloir l'antagoniser. Deux types d'antagonistes. Vous avez la prostigmine qui est le plus vieux, le moins cher, mais le problème de la prostigmine, c'est que ça va bloquer les cholinéstérases, et en bloquant les cholinéstérases au niveau de tout l'organisme, ça crée un excès d'acetylcholine, non seulement au niveau de la fente, au niveau de la jonction neuromusculaire périphérique, mais aussi au niveau de différents récepteurs, notamment au niveau des récepteurs muscaréniques, bronchiques, cardiaques, donc ça aura des retentissements. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'atropine, qui est l'antagoniste compétitif de l'acétylcholine au niveau des récepteurs muscaréniques pour que la prostigmine n'ait qu'un effet sur les récepteurs nicotiniques. En plus, ce n'est pas un produit qui va agir très vite, le pic d'effet est à 10 minutes, et on ne peut pas administrer des doses trop fortes de prostigmine, donc il faut déjà un début de décurarisation notable pour utiliser cet antagoniste. Par contre, il y en a un qui vient d'arriver, qui est arrivé depuis quelques années, c'est le Sugamadex, Bridion, mais il n'agit malheureusement que sur les stéroïdes. Il est plus coûteux, mais avec le Sugamadex, vous pouvez antagoniser un bloc même très profond, et surtout, en 1 minute, vous avez une décurarisation complète du malade, donc ça permet donc une réversibilité très rapide d'une curarisation profonde, et c'est très utile pour raccourcir la période de réveil et la sortie du malade du bloc opératoire. Les morphéniques ont des antagonistes à naloxone, on utilise exceptionnellement, c'est uniquement la naloxone, on l'utilise quand un patient, vous venez de l'extuber, vous l'avez extubé depuis quelques minutes ou heures, et puis il fait gloops, et il arrête de respirer, là il n'y a que le naloxone à faire. On la titre, mais si vous administrez l'ose trop forte de naloxone, vous allez être trop antagonisant, quelle que soit la morphémétique, ça peut se traduire par des excès de douleur post-opératoire. Les benzodiazépines ont aussi un antagoniste compétitif, c'est le flumazénil, qu'on n'utilise jamais dans le contexte de l'anesthésie, qui est utilisé en réanimation dans le cadre de coma pharmacologique pour faire le diagnostic du type de coma, du type de substance impliquée dans ces comas. Donc après l'anesthésie, je vais vous parler de la consultation d'anesthésie. Vous savez qu'il y a un décret, le décret du 5 décembre 1994. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à le lire tout de suite. Ce décret, il dit tout ce qu'il faut faire pour qu'une anesthésie se déroule correctement. Et il faut commencer par voir le malade en consultation. La consultation d'anesthésie est obligatoire. Soit c'est une chirurgie urgente, et puis vous le voyez, quand il arrive à l'hôpital, et puis vous l'endormez dès que le chirurgien estime qu'il faut l'opérer. Soit c'est une chirurgie non urgente, il faut un délai d'au moins 48 heures. Ce délai de 48 heures, c'est le délai qui vous permettra d'adapter éventuellement des traitements, de demander des examens complémentaires, mais surtout c'est un délai de réflexion pour le patient. Car il est hors de question de faire quelque chose au malade, en dehors du contexte d'urgence bien évidemment, de faire quelque chose au patient sans avoir son accord. Et le patient, il peut vous donner votre accord, mais il y a un délai de réflexion dans l'estime de 48 heures. Donc, si on vous présente un patient la veille pour être opéré le lendemain dans le cas d'une chirurgie programmée, il faut dire non, moi je ne suis pas d'accord, il faut un délai de 48 heures et c'est important de respecter ces règles. Vous allez faire un examen comme toute consultation en médecine, un interrogatoire, les antécédents personnels, chirurgicaux, les antécédents médicaux, les antécédents familiaux, les différents traitements qui sont utilisés, les traitements que vous allez modifier, certains traitements que vous allez maintenir ou modifier ou augmenter. Vous faites un examen physique, comme en médecine générale, mais en plus vous intéressez à des critères plus spécifiques qui concernera l'anesthésie, c'est-à-dire c'est l'airway, l'ouverture de la bouche, les conditions d'intubation. Vous allez avoir un cours demain ou après-demain sur les conditions, sur les intubations difficiles, etc., comment détecter une intubation difficile. Vous
pouvez demander des examens complémentaires. Quand un patient est ASA1, globalement, pour une chirurgie habituelle, je dirais pas non majeure, il n'y a pas d'examen complémentaire particulier à demander. Et d'ailleurs, il y a des recommandations qui sont régulièrement, des RFE, comme on dit, qui sont régulièrement modifiées, qui sont régulièrement améliorées et qui existent sur le site de la SFAR. Quelqu'un qui se fait opérer, par exemple, d'une épaule, d'une coiffe au niveau d'une épaule, jeune, ASA1, etc., il n'y a aucun examen complémentaire à demander, qui n'a bien sûr aucune pathologie, aucun examen complémentaire à demander. L'élément important de cette consultation, c'est l'information. Vous allez informer le patient sur qu'est-ce que c'est que l'anesthésie, vous donnez un document sur l'anesthésie, oui, de le lire, mais vous lui donnez également des explications. Vous lui parlez également de quelles conditions, comment vous avez soulagé sa douleur post-opératoire. Il peut vous poser des questions sur les risques de l'anesthésie, il faut répondre à tout ceci. Et l'objectif de cette information, c'est que c'est normal. C'est normal d'informer un patient à qui on va faire quelque chose pour qu'il donne justement son accord. Mais également, ça participe à sa préparation psychologique. Et pour qu'un patient arrive dans des conditions calmes au bloc opératoire sans des anxiétés importantes, on peut éventuellement utiliser des médicaments de prémédication, mais qu'on limite de plus en plus. L'élément essentiel, c'est dans l'information. C'est d'agir sur la psychologie. Au terme de cette consultation, vous classez votre patient dans la classification ASA et vous décidez, avec le malade, du type d'anesthésie. Vous pouvez avoir différents types d'anesthésie que vous pouvez proposer. Vous décidez avec le malade quel type d'anesthésie vous allez choisir, compte tenu de son terrain, de la chirurgie, et quel type d'analgésie également vous allez proposer. Mais dans tous les cas, j'insiste, il faut qu'il y ait l'accord du patient. La classification ASA, vous voyez, c'est une classification dans un 4-5. C'est une classification qui s'intéresse à l'état général du patient, qui normalement concerne, par exemple, c'est quelqu'un qui va se faire opérer d'une prothèse on donne l'exemple, par exemple, d'une prothèse de hanche et qui, par ailleurs, a une hypertension artérielle. Mais l'hypertension artérielle est bien équilibrée avec les médicaments, sans retentissement cardiovasculaire majeur. Puis on dit que c'est un patient ASA2. Un patient qui a une insuffisance respiratoire chronique, qui, quand il monte des étages, au bout d'un étage, il commence à être essoufflé, on le met à ASA3. Si carrément les gestes, les moindres gestes, il est, par exemple, il n'arrive plus du tout, il monte à peine un demi-étage, il a des difficultés, etc., dans la vie quotidienne, à ce moment-là, il devient ASA4. Donc c'est une classification qui donne, quand c'est ASA 1-2, tout va bien. Quand c'est ASA 3-4, c'est attention, il faut adapter particulièrement les médicaments, adapter l'anesthésie et même discuter éventuellement pour les ASA 4 ou 5 des indications chirurgicales proposées. L'objectif également de la consultation anesthésie, c'est de gérer les médicaments, de faire le relais entre les anticoagulants qui peuvent être pris par voie orale à domicile et le passage à l'héparine, gérer les antiagrégants plaquettaires. Maintenant, la plupart du temps, on maintient l'aspégique, mais on arrête le Plavix. Gérer, par exemple, un patient diabétique à l'insuline, gérer les hypoglycémiants. Et puis, il y a des médicaments qu'il faut carrément arrêter. C'est le cas des inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes d'angio2, parce que là, il y a des risques majeurs d'hypotension artérielle en péropératoire avec une interaction avec les produits anesthésiques et en plus une tolérance moins bonne à l'hypovolémie. Donc ces produits, on les arrête. Les diurétiques, il faut faire très attention pour les mêmes raisons, risque d'hypovolémie. Et puis la metformine, on l'arrête 24 à 48 heures parce qu'on était rapporté des risques d'acidose métabolique quand on maintient la metformine en préopératoire immédiat. Mais ce n'est pas fini, il faut voir le patient la veille au soir de la chirurgie ou le matin de l'intervention chirurgicale dans le cas d'une chirurgie ambulatoire, ce qu'on appelle la visite pré-anesthésique. Cette visite la veille au soir pour un malade qui a une hospitalisation conventionnelle,
est donc obligatoire. Elle a pour rôle d'améliorer encore l'information. Le patient, vous lui avez donné un document, il a pu réfléchir entre-temps, il peut vous demander des renseignements complémentaires. Vous allez vérifier, par exemple, si vous avez prescrit des examens, quels sont les résultats au niveau de ces examens, etc. Et puis, vous allez demander au patient, est-ce que depuis la consultation, vous l'avez vu il y a 3 semaines par exemple, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui sont apparus? Par exemple, un patient peut avoir eu une grippe, une laryngopharyngite, tout ça. Et puis, vous allez discuter, prendre le temps quand même de parler un peu avec lui. Et ça participe largement à l'effet anxiolytique. Et c'est même des vieux travaux avaient montré que donner des benzodiazépines en prémédication, ça n'avait aucun effet, ou d'autres produits, ça n'avait aucun effet s'il n'y avait pas justement eu cette préparation psychologique du malade. Et plus que les médicaments, c'est la préparation psychologique qui est essentielle. Si bien que la prémédication peut se limiter à une pré-prémédication, là aussi on vous fera des cours, c'est-à-dire donner éventuellement proposer au patient une benzodiazépine à dose pas trop forte la veille de l'intervention s'il n'a pas l'habitude des benzodiazépines pour passer une bonne nuit. Mais dans la plupart des cas, on ne prémédique plus le malade le matin de l'intervention chirurgicale car ça participe à retarder le réveil. Et comme je vous l'ai dit, on fait tout pour avoir le réveil le plus rapidement, le réveil le plus rapide possible. Alors, si le patient vous dit « j'ai peur de l'anesthésie », il y en a encore beaucoup qui le disent, il ne faut pas esquiver le problème. Il faut dire « bah oui, l'anesthésie, c'est comme la vie quotidienne. Quand vous traversez la route, une rue, vous avez le risque de vous faire écraser. Mais sachez que vous prenez beaucoup moins de risques. L'anesthésie en tant que telle, vous prenez beaucoup moins de risques à être endormi que de risques à traverser une rue ou de faire, par exemple, Paris-Marseille en voiture. Et que globalement, le risque, il existe comme tout dans la vie, mais il est extrêmement faible. Et on estime aux alentours de 1, 10-5, et encore dans 1, 10-5, ce n'est pas la mortalité spécifiquement liée à l'anesthésie, c'est plus dans le contexte. Donc globalement, un patient atteint, si vous suivez tout ce qu'il faut faire, etc., vous travaillez correctement, il n'y a aucun risque au geste d'anesthésie. Alors, il ne faut jamais dire au patient zéro risque. Il faut dire c'est extrêmement minime. Et quand on est expert judiciaire et qu'on analyse les cas, chaque fois qu'il y a des problèmes en anesthésie, c'est les pratiques qui n'ont pas été respectées. C'est le malade qu'on a endormi et plus personne surveille le patient ensuite et on est sur 3 salles, vous voyez. On passe d'une salle à l'autre, tac, tac, on tourne toutes les 10 minutes, puis il manque de peau, à un moment donné, il y a un problème. C'est ça, c'est quand il n'y a pas la surveillance humaine suffisante, c'est la densité en personnel anesthésique dans les blocs opératoires qui est l'élément important, majeur de la sécurité anesthésique. Un médecin sur 3 salles sans aucune surveillance, ce n'est pas possible. Vous pouvez faire un médecin sur 2 salles. Pour des chirurgies qui sont des chirurgies habituelles, je dirais, en dehors de la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire majeure, etc., mais il faut qu'il y ait une surveillance permanente, un IADE par salle avec un médecin sur 2 salles, ok. En aucun cas, il faut faire, alors quand vous allez commencer peut-être à faire des remplacements, ou quand vous installerez, vous verrez encore des anesthésistes qui travaillent sur cette manière. Ils sont seuls sur 3, 4 salles, et ils passent d'une salle à l'autre. Ça, c'est... Premièrement, à 50 ans, ils ne valent plus rien parce qu'ils ont un tel stress qu'ils sont foutus, quoi. Mais surtout, c'est un risque majeur, majeur d'avoir des incidents. Et là, effectivement, à ce moment-là, l'anesthésie devient extrêmement à risque. Mais quand vous respectez toutes les recommandations et quand vous faites le site de la SFOR, vous verrez toutes les recommandations de bonne pratique, eh bien, il n'y a pas de souci, l'anesthésie est pratiquement sans risque. Et ça, c'est un élément important qu'il faut dire aux patients. Alors, l'anesthésie générale, donc vous avez vu, il y a le décollage d'induction, ensuite il y a l'entretien, puis il y a le réveil. Je vais passer rapidement parce que tout ça, on va vous en parler largement et je vous en ai déjà largement parlé. La surveillance, vous allez avoir un cours spécifique sur le monitorage péropératoire avec les différents éléments de surveillance, notamment Jean-Louis Bourguin à la fin de la matinée va vous parler
des paramètres respiratoires, des respirateurs, etc. Donc tout ça, je ne vais pas le détailler. Et je vais simplement vous dire que ensuite, il y a le passage en salle de surveillance post-interventionnelle. Alors il y a un débat, et je ne veux pas aborder ce débat. Normalement, tout patient qui a eu un produit anesthésique en péropératoire doit passer dans une salle de surveillance post-interventionnelle. On ne dit pas salle de réveil, on dit salle de surveillance post-interventionnelle, car on ne va pas surveiller que le réveil lié au réveil de l'anesthésie, on surveille également l'apparition éventuelle de complications chirurgicales. Donc c'est un package global. Il y a un débat, quand c'est une chirurgie mineure, où il n'y a pas de complications à redouter en post-opératoire immédiat, et que le patient a tous les critères, quand je dis tous les critères, de sortie de salle de réveil avant même d'être entré en salle de réveil. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il passe en salle de réveil? Pour l'instant, ce débat, il y a encore eu à l'ASFAR, des débats là-dessus. Pour l'instant, tout patient doit passer en salle de réveil. Donc voilà. Je ne sais pas ce que Frédéric en pense. Mais voilà, mais effectivement, il y a, en tout cas, c'est dans le décret. Et voilà. Alors, ensuite, à partir de la salle de réveil, quand le malade a tous les critères de sortie de salle de réveil, eh bien, il retournera dans son secteur d'hospitalisation, où il ira dans le secteur d'hôpital de jour, d'ambulatoire, où s'il y a une complication qui est apparue, si l'état du patient ne permet pas qu'il retourne en salle, eh bien, il peut éventuellement aller en surveillance continue ou carrément en réanimation. Alors, l'anesthésie, il faut bien savoir qu'on n'est pas limité. Notre métier, c'est anesthésie-réanimation, déjà, c'est important. C'est-à-dire qu'on a les deux casquettes, anesthésiste et réanimateur chirurgical. Et la réanimation chirurgicale faite par des non-anesthésistes réanimateurs, vous allez en voir dans certains hôpitaux probablement, c'est loin d'être parfait, parce que pour bien réanimer un patient, il faut savoir ce qui se passe, quelle est la vie, qu'est-ce qui s'est passé en péropératoire durant l'acte chirurgical. Et qu'on a une continuité. Par ailleurs, l'anesthésiste, il ne fait pas que j'endors, je réveille, il sort de la salle de réveil, je ne m'occupe plus de mon malade. On fait de la médecine périopératoire. Vous allez avoir des patients qui utilisent de plus en plus de médicaments, ils sont de plus en plus âgés. Il y a toute une adaptation médicale à faire. Et en plus, même pour les patients qui sont bien portants, on a vu que selon les conditions de l'anesthésie, selon les conditions de l'analgésie, selon les conditions de la manière dont vous prenez en charge le patient, en travaillant en équipe, bien évidemment, avec les chirurgiens, selon que le chirurgien va maintenir ou pas des drains, maintenir ou pas des sondes gastriques, etc., eh bien, vous pouvez modifier complètement la durée de la convalescence post-opératoire. Et ça, c'est le concept de récupération rapide après chirurgie. On fait tout pour que le malade soit le plus rapidement autonome, que le malade sorte le plus rapidement de l'hôpital, et pour que le patient puisse le plus rapidement retrouver une vie normale. C'est ce concept de récupération rapide après chirurgie, qui est un travail d'équipe, médico-chirurgical, anesthésico-chirurgical, dans lequel le chirurgien est essentiel, mais l'anesthésiste aussi est essentiel, dans lequel on participe directement par nos techniques d'analgésie, également par notre connaissance médicale. En France, on a des chirurgiens qui connaissent pas très bien la médecine en tant que telle, contrairement à d'autres pays. Et c'est nous qui sommes les médecins, et nous avons notre expertise, notre connaissance des problèmes. Et il ne faut pas se limiter au péropératoire, il faut faire du post-opératoire largement. Donc finalement, vous voyez que nous avons un métier qui est très varié, puisqu'on fait de la médecine. Déjà, la consultation anesthésie, c'est un examen médical qu'on peut faire dans le contexte d'une pratique de médecine interne. Vous avez une technicité importante à acquérir pour le péropératoire. Vous participez largement au post-opératoire avec tous ces concepts de médecine périopératoire et de récupération rapide après chirurgie pour que le patient il sorte dans les meilleures conditions de l'acte chirurgical. Et puis, vous avez votre apport aussi important dans le contexte de la réanimation post-opératoire.
Donc c'est un métier extrêmement riche, polyvalent, qui s'oppose à d'autres métiers où on est beaucoup plus spécialisé dans tel et tel domaine. Bon, l'ophtalmologiste, pour donner l'exemple, c'est évident, il va s'intéresser uniquement aux yeux. Ben, nous, on s'intéresse à tout l'organisme dans des conditions particulières d'agression, et là, c'est quand même une des agressions maximales, c'est quand même l'agression chirurgicale. Voilà. Pile 9 heures, 2-3 questions. Frédéric? Question?